Juif et Goïm. Goï, mot hébreu, signifie dans la Bible peuple. Par la suite, il désigne une personne non juive. En yiddish, il consonne avec l'impératif vas, gay. Shlikse désigne en yiddish la femme non juive et signifie littéralement renvoie-la, shikzai. Oig, l'œil, est un anagramme de Goï. Un grec à un juif. À Athènes, il y a quelques années, on a creusé très profondément et on a découvert un long fil de route. Et alors, ça prouve quoi? Ça prouve que les anciens Grecs avaient déjà l'usage du télégraphe. Chez nous, à Jérusalem, on a creusé le plus profondément possible et on n'a pas trouvé la moindre trace simène de fil. Et alors, ça prouve que nos ancêtres possédaient déjà un téléphone sans fil. Une route consonne avec Dort là-bas. Il s'agit du problème du lieu et du fil qui y relie. Pour le grec, c'est une trace archéologique figée dans le sous-sol qui fait signe. Pour le juif, c'est l'absence de trace qui devient aussi signe, bien que ce ne soit qu'un droute. Pour lui, c'est l'intersubjectivité qui fait trace et marque ainsi un autre rapport à l'archéologie. Droute signifie aussi réussir. Il y a quelque chose qui n'a pas réussi aux ancêtres juifs et qui passe par l'antisémitisme des goïms. Un des enseignants non-juifs de l'Institut de Vilno, un antisémite réputé, parlait un jour de la presse étrangère en disant qu'elle était entièrement aux mains des juifs. L'inspecteur de l'Institut, Steinberg, l'entendit et lui rétorqua « C'est sûrement vrai, ce n'est pas pour rien que les journaux étrangers nous parviennent censurés. » Bach, Nitten. Le yiddish contourne la censure, elle ne peut venir de lui, mais bien d'ailleurs. Quand Freud nous parle des passages censurés dans les journaux, c'est à cette histoire que nous pouvons songer. Il s'agit ici d'une preuve par l'absurde. Les journaux étant aux mains des juifs sont circoncis comme eux, Bach, Nitten, voulant dire être coupés. Deux juifs discutent dans une rue à Moscou. Un policier s'approche, l'un des deux a un faux passeport et panique. L'autre lui dit de ne pas bouger et part lui-même en courant. Le policier lui court après et le rattrape. Il lui demande son passeport, constate qu'il est en règle. « Mais pourquoi avez-vous fui ?»« Je ne fuyais pas, je courais. »« Mais vous avez couru en voyant que j'arrivais. Le médecin m'a prescrit de courir et de boire de l'eau gazeuse à cause d'un chagrin d'amour. Je vous courais après, pourquoi ne vous êtes-vous pas arrêté ? Je croyais qu'un médecin vous avait aussi prescrit de courir et de boire de l'eau gazeuse pour un chagrin d'amour. Quand on souffre de la haine de l'autre, on a un chagrin d'amour. Comment créer chez l'autre une culpabilité relative à sa haine ? Rabinovitch est parti en voyage avec un faux passeport sous le nom de Rubinstein. Arrivé à la frontière, on lui prend son passeport et on lui demande son nom. Mon nom, attendez, ça va me revenir. Mon nom, vous dites, attendez. En tout cas, je ne m'appelle sûrement pas Rabinovitch. De la division de l'identité et du nom propre dans le Witz, Rabinovitch dit la vérité sous la forme d'une dénégation. Sa parole dit plus vrai que l'écrit qui atteste de son identité. Un policier arrête deux juifs à Kiev, au temps où on ne pouvait pas circuler librement entre villes. Il s'adresse à l'un d'entre eux. « Depuis quand êtes-vous ici ? Ce matin, et vous ? » ?»« Je ne suis jamais venu. »« Comment ça ? Comment cela ? » ?»« Si mon ami qui est ici depuis 3 semaines est là depuis ce matin, alors moi je suis là depuis ce matin. Eh bien, je ne suis pas là. » Remarquons dans cette série d'histoires que le goy est toujours identifié à un antisémite. Quant aux juifs, il y est sans y être sur le mode hystérique. Un reb se trouve dans le train avec un général qui appelle son chien Itzig. « Comment trouvez-vous mon chien ? » ?»« Très bien, mais c'est dommage qu'il ait un nom juif comme Itzig. Au contraire, moi je trouve que c'est un joli nom. » »« Pas du tout, ça va le gêner pour devenir général. » Itzig consonne avec Essig, vinaigre. Un général qui a un chien au nom juif, c'est une histoire qui tourne au vinaigre. Or, ce qui tourne au vinaigre, c'est le vin, Wein, qui veut dire aussi pleurer devant la force armée de l'autre. Pour ne pas pleurer et éviter que l'histoire ne tourne au vinaigre, il faudrait que le général soit dominé par un signifiant yiddish. Ça lui éviterait de faire tourner les choses au vinaigre dans le réel. Moïse Mendelssohn avait été invité à déjeuner chez un prince allemand. On l'avait assis avec un prêtre catholique et un pasteur protestant. Ses voisins s'aperçurent assez vite qu'il ne mangeait pas n'importe quoi. Le prêtre demanda « Quand donc daignerez-vous manger avec nous ?»« À votre mariage, Asséné. » Asséné évoque Azer, cochon. Le prêtre est traité de cochon et consonne avec As, la haine. Je daignerai manger dans le même râtelier que vous lorsque vous aurez dépassé votre haine à mon égard et que vous aurez réussi à marquer votre amour à l'égard d'une femme.
Nous voyons que le Witz n'est pas une affaire juive. En effet, il se structure du rapport du juif au goy. De plus, bien que destiné aux juifs, il s'adresse aussi aux goïm. Il comporte à leur égard un enseignement, pas un savoir, mais assigne l'autre à une éthique dans l'exercice du pouvoir, qui passe par la reconnaissance du pouvoir du langage. Les convertis, Mechumdim. En yiddish, se convertir se dit schmaden. En allemand, schmeiden signifie forger, convertir. Se dit faire vandeln pour les rentes, vandeln pour la monnaie, pragen pour la religion, bekeren. Après les juifs et les goïms, les convertis. S'il est traité du passage d'un juif à une autre religion, il n'est pas traité du non-juif, non-goy, inauguré par le yiddish. Le juif devenu goy est un faux goy, un goy qui peut ne pas être antisémite. La conversion à un autre langage est au centre du Witz. La question qui n'est pas posée est: peut-on sans se convertir ne plus être juif malgré tout? L'idéal est celui d'une conversion qui ne touche pas au corps de la lettre, comme dans cette histoire. Un juif va voir un pasteur protestant pour se convertir. Le pasteur lui demande son nom. Martin Luther. Enfin, dites-moi votre nom et pas celui du fondateur du protestantisme. Je m'appelle Marcus Lévy, mais en me convertissant, je veux garder les mêmes initiales. Pour effacer le judaïsme, c'est une double conversion qui semble nécessaire. Un juif converti au protestantisme va voir un prêtre pour devenir catholique. Vous changez bien vite de religion puisque vous me dites que vous êtes un juif converti au protestantisme. Oui, mais en devenant catholique, je pourrais dire qu'avant j'étais protestant. Il s'agit toujours de produire son origine sans se convertir vraiment, ou encore, comme dans celle-ci, la conversion permet d'éluder la castration. Elle ne fait que déplacer au dehors ce qui est en jeu dans le yiddish comme un lien social. Un juif avait été condamné à mort par pendaison. La veille de son exécution, il demande à se convertir au catholicisme. Le jour de l'exécution, il refuse d'être accompagné par le prêtre. Je ne vous comprends pas, vous êtes pourtant converti hier. Oui, mais c'était pour qu'on pende un goy plutôt qu'un juif. Les mécréants, apikoires. Si se convertir ne constitue pas un oubli, car c'est alors la conversion qui renvoie à l'origine, l'histoire qui suit crée une situation où c'est possible. Un jour de Shabbat, un beau-père rencontre son gendre en train de fumer. Mécréant, tu as oublié que nous étions Shabbat? Sûrement pas, c'est impossible. Tu as oublié qu'il ne fallait pas fumer le Shabbat? Sûrement pas, c'est impossible, j'ai simplement oublié que j'étais juif. La psychanalyse en oubliant le yiddish mime, le yiddish qui permet d'oublier qu'on est juif d'abord. On parle d'abord yiddish, on est juif ensuite. Un jeune mécréant se vantait de n'avoir peur de rien devant ses amis. Soudain, des coups de tonnerre éclatent. Le jeune mécréant devint tout blanc. Les autres se moquèrent de lui. J'ai eu peur que Dieu ne nous donne une autre Torah. Les menteurs, lignières. Lignière consonne avec leigen, être allongé. Pour le yiddish, il ne saurait y avoir de pause dans le discours. Il faut parler, peu importe qu'on dise ou non la vérité. Ce n'est pas l'objet. En ce sens, le yiddish est en rupture avec une démarche philosophique qui subordonne la vérité à la rigueur de la pensée. La vérité du sujet atteint du yiddish dépasse la vérité comme concept philosophique. De même, le yiddish pose la vérité, émet, comme un signifiant parmi d'autres et non comme un signifié ou un signe. De même, Freud va pouvoir questionner la vérité de ce qui surgit au cours de l'association libre. Freud pose l'association libre comme règle fondamentale de l'expérience analytique et la vérité qui s'y lie comme effet secondaire. La vérité n'est pas a priori non plus. Le yiddish ne permet pas de saisir la vérité du principe d'une parole ininterrompue qui le gouverne. C'est Freud qui, en posant ce principe autrement grâce à la scansion des séances, permet de le saisir. Un jour, chez le Rebbe de Londres, Nathan Adler, vint un homme qui se mit à parler, Reden, sans s'arrêter. À chaque fois que Rebbe Adler voulait parler, l'autre lui coupait la parole. À la fin, le visiteur lui dit qu'il voulait lui raconter ce qu'il avait entendu d'un grand Rebbe. Sur ce, Rebbe Adler l'interrompit. C'est un mensonge, le Yegen. Que dites-vous? Vous n'avez pas encore entendu ce que je voulais vous raconter. Comment pouvez-vous dire que c'est un mensonge? Comment pourriez-vous avoir entendu quoi que ce soit alors que vous ne m'en avez pas laissé placer une? On demandait à un menteur réputé pourquoi il éprouvait le besoin d'aller à Villeneuve, si c'était pour raconter des mensonges sur la ville à son retour. Si je n'y allais pas, je risquerais de dire la vérité, émette. Le problème, c'est bien de trouver un interlocuteur, c'est-à-dire d'établir un certain commerce de langage, au lieu de parler seul sans s'arrêter de peur d'être interrompu par le réel.
Les commerçants. Chez un riche homme d'affaires, Sawyer, lorsque quelqu'un envoyé par sa femme, Weib, est venu demander un poste. Quel poste voulez-vous? Pouvez-vous tenir un livre? Bouche. Non, je ne sais pas. Pourriez-vous être celui qui tient notre correspondance, écrire des lettres? Non, ça non plus. L'homme d'affaires fait d'autres propositions et le pauvre répond toujours non. Alors que savez-vous faire? Vous avez d'importantes affaires qui nécessitent un conseiller, Heitzes, et c'est ce que je voudrais. Si vous êtes vraiment un conseiller, donnez-moi donc le premier conseil. Comment me débarrasser, Pouter-Veren, de vous? Pouter-Veren, se débarrasser, consonne avec Fouter-Veren, devenir père. L'homme d'affaires demande à un pauvre envoyé par une femme. Le texte est équivoque, on ne sait pas si c'est la femme de l'homme d'affaires ou du pauvre. Comment devenir père? Mais aussi comment se débarrasser du père? Telle est la question transférée d'une femme à un homme riche par l'intermédiaire d'un déshérité du signifiant, un pauvre. La question du père en tant que fonction à faire advenir et à effacer a été retournée par Freud à son émetteur, une femme. Avec Freud, la question est devenue comment une femme fait-elle advenir un père? Et à partir de la question du Witz, que veut un signifiant? Freud a demandé que veut une femme? Un grossiste discute avec son directeur commercial à propos du destin de 20 blouses. Blouses, invendus. Personne n'en veut. Le grossiste est prêt à les vendre en dessous de leur cours pour s'en débarrasser, Pouter-Veren. J'ai une idée, nous allons envoyer à 4 de nos meilleures relations, Kunden, un colis de 5 par personne. Et sur la facture, nous écrivons que nous en avons envoyé 4. Comme je les connais et que je sais qu'ils sont toujours avides de choses gratuites, Zach, ils vont se saisir immédiatement de notre marchandise. Après quelque temps, le grossiste demande à son directeur commercial ce qu'il en est des blouses. Nos relations ont renvoyé les blouses par colis de 4, comme c'était écrit en disant que cette marchandise leur était inutile car la saison est dépassée. N'est pas blousé qui devait l'être. Blouse consonne avec blois, seul. Il est des solitudes dont personne ne veut et qui peuvent juste produire une situation où l'on cherche à s'en débarrasser, Pouter-Veren. Pouter-Veren consonne avec Fouter-Veren, devenir père. Comment faire du père avec sa solitude d'orphelin? 20, c'est Zwanzig, où l'on entend Van, quand la marchandise a fait son temps, la saison est passée. Comment réintroduire dans le temps de l'histoire ce temps qui y échappe? Il faut diviser 20 en 4. Il faut diviser le temps en instants et avec ces instants rétablir la continuité temporelle. Là où il y a rupture historique et discontinuité, diviser le temps qui n'entre pas dans l'histoire en 4, c'est faire entrer le tétragramme dans le temps. Il n'y a pas d'éternel, ou plutôt l'éternel a fait son temps. Maintenant, il faut s'en débarrasser, produire un père là où le père défaille. Il faut se partager l'éternel parmi nos relations. Il faut leur refiler Dieu en douce, car si on y va explicitement, personne n'en voudra. Le terme relation, Kunden, consonne avec Kind, l'enfant. Ce sont les enfants qui ont pour fonction de se partager Dieu et ce sont eux qui, rétrospectivement après coup, fondent la fonction paternelle à travers la paternité du leur. Quand entre deux générations un père soit défaillant pour maintenir la continuité historique, c'est bien ce qui est marqué dans le yiddish. Le yiddish essaye de rétablir la continuité entre deux générations, malgré le traumatisme historique où il est entré dans le temps. Par le yiddish, on maintient l'illusion qu'il n'y a aucune faille entre les générations. Si le grossiste veut refiler Dieu en douce à ses relations, celle-ci au nombre de 4 le lui refile aussi sec, en lui renvoyant les 4 blouses comme s'il n'en avait pas une en plus qu'il gardait pour eux. Et ce faisant, ils sont fidèles à l'écriture de la facture à payer pour un juif par rapport à Dieu étant plutôt forte et démontre que l'écriture de la dette n'a qu'à être renvoyée à l'émetteur. Dieu n'a qu'à se payer à lui-même sa propre dette. Assez casqué comme ça, nous on ne se garde cette langue en plus ce qu'est le yiddish. Dieu ne parle pas yiddish, nous lui apprenons. Et si dans certains vitz Dieu parle yiddish, c'est parce qu'on lui a appris. Pouvoir apprendre à parler à Dieu, telle est la tentative du yiddish, montrant aussi ainsi que Dieu n'a pas parlé une fois pour toutes. Et puis surtout, si nous parlons yiddish entre nous, Dieu à qui nous sommes en train de l'enseigner ne va pas nous comprendre, et ça lui évitera de faire des conneries sur notre dos. Du Witz, c'est Dieu le grand exclu, il ne comprend pas le yiddish qu'il est obligé d'apprendre. Le directeur commercial dit que les 4 personnes en question sont friandes de choses gratuites. C'est le signifiant qui est gratuit. On fait des Witz gratuitement par jeu.
Si dans cette histoire on voit très bien une place se dessiner où existerait une distribution en 4 lettres du nom de Dieu, ce qui aurait pour effet de morceler son unité et de s'en débarrasser car la facture est trop forte. On voit aussi le point où les 4 personnes conservant 4 blouses maintiennent la place de YHWH dans le judaïsme. Entre ces deux moments, il y a Freud. Cette histoire montre à la fois un départ possible du judaïsme et un retour possible. On renvoie le colis, mais on conserve la marchandise divine quand même. Le yiddish est habité par cette contradiction entre le départ et le retour. Et le nouveau signifiant du Witz se produit à l'endroit où le départ comme le retour sont impossibles.